Salut, bienvenue sur la page YouTube Une assistante de service social à Montréal. Aujourd'hui, je retrouve encore Isabelle qui est à Sherbrooke, donc elle m'accueille chez elle. Merci beaucoup de m'accueillir. Oh, c'est un plaisir pour moi, Stéphanie. Dans cette vidéo, Isabelle, elle va nous parler davantage de son projet de recherche qu'elle a pu vous parler dans son parcours, dans la petite vidéo sur son parcours. Je vous mets le lien quelque part, je sais pas où ça va apparaître dans la vidéo, je suis toujours perdue là-dedans. Mais si vous voulez connaître le parcours d'Isabelle, vous pourrez aller voir cette vidéo. Là, on va plus parler de son projet de recherche et puis du travail social un peu entre la Côte d'Ivoire et le Québec, si tu veux un petit peu nous en parler. Oui, ok. Dans ta maîtrise, je prends mon petit carnet parce qu'elle a développé tout un programme, un projet spécifique pour l'Afrique. Alors ton programme, ça s'appelle Programme Secours, accompagnement et soutien aux aînés victimes de violences à la suite des accusations de sorcellerie en Afrique. Regard sur l'importance du soutien psychosocial. Oui. C'est ça. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu davantage de ce programme ? C'est un programme, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, qui va pour la protection des aînés accusés de sorcellerie en Afrique. C'est vrai qu'en Afrique, les aînés vivent en famille, ils sont pas dans des résidences comme on peut l'observer dans d'autres pays occidentaux et tout. Et donc, on a l'impression que tout va bien. Et tout. Moi, en tant que directrice régionale, j'ai eu à assister à des scènes où des aînés ont été battus, effectivement, suite à ces actes de sorcellerie. C'est vrai, mais si tu veux porter secours, qu'est-ce que tu fais? Où tu amènes l'aîné et tout. Donc, c'est difficile. En Côte d'Ivoire, c'est difficile parce qu'on n'a pas des endroits pour protéger les aînés. Et j'ai vu des aînés qui ont été battus à mort avec des morceaux de briques, avec des gourdins et tout ça. Souvent, l'aîné qu'on fait sortir de sa maison, bien, on brûle tous ses biens. Voilà. C'est-à-dire qu'en Afrique, mourir jeune, ça, on ne l'accepte pas. Les morts qui sont acceptables, c'est vraiment les morts des aînés et tout. Donc, mais quand un jeune meurt, on va toujours chercher, voilà, qui est à la base de ça, un jeune ou bien une jeune. On va chercher qui est à la base, on va toujours trouver vraiment un coupable. Et les aînés sont bien placés pour être les coupables avec l'âge, le poids de l'âge, leur inutilité et tout. On les voit comme des gens qui sont inutiles, qui sont devenus inutiles, qui sont peut-être budgétivores, qui nécessitent qu'on fasse beaucoup de dépenses, des médicaments, des soins. Donc, c'est difficile pour les familles. Et donc, du coup, quand il y a un problème, on va toujours chercher, mais qui est accusé? Et ça va être vraiment l'aîné. Ça va pas être n'importe quel aîné. Ça va être l'aîné qui est pauvre. Ça va être l'aîné, voilà, qui est isolé. L'aîné autour duquel les jeunes meurent et puis lui ne meurt pas et tout. Mais on va pas chercher. Même quand un jeune meurt par accident, on va accuser l'aîné. Quand un jeune meurt par... Si le VIH a tué, on va chercher qui, on va lui dire, mais non, c'est pas de sa faute, on lui a donné. Pour n'importe quelle maladie, même pour le mariage, pour le travail, quelqu'un qui a eu son diplôme, qui n'arrive pas à avoir de travail, on va toujours chercher qui est à la base de ça, pourquoi il n'arrive pas à travailler. Qui est le coupable, en fait? Qui est le coupable, voilà. Qui est le coupable et tout ça. Mais alors qu'on sait qu'il y a une crise d'emploi en Afrique, on ne voit pas ce côté-là, qu'il n'y a pas d'emploi pour tout le monde. Mais on va savoir, on va lui dire, oui, il passe des concours, il n'arrive pas à réussir parce que, voilà, c'est telle personne qui est à la base. Et ce sont ces idées-là. Pourquoi ça a perdu? Parce que c'est déporté dans nos églises. Vous savez qu'en Afrique, on a beaucoup d'églises, on a des religions et tout ça. Vous allez voir qu'il y a des gens qui disent, voilà, ils chassent les démons, ils font des révélations. Donc, ils vont trouver, ok, c'est la sorcellerie qui est à la base de ton problème et c'est telle affaire. Et donc, du coup, on va chercher le coupable. Donc, ce sont des idées qui sont... Et les médias aussi s'y mettent. Voilà, les médias, ça va être annoncé par exemple dans les radios, dans les télévisions, et même des gens de haut gradés de l'administration aussi s'y mettent et tout. C'est pas seulement l'analphabète, mais c'est tout le monde, c'est de l'analphabète à tous ceux qui sont scolarisés, bien placés, qui ont des positions sociales vraiment hautement, voilà,
Élevés dans la société. Voilà, élevés, voilà, qui ont des positions élevées dans la société et tout, mais qui vont aussi véhiculer ces idées-là. Donc, ce sont des croyances vraiment très ancrées dans la culture africaine. Donc, vous voyez, face à cette situation, il y a des pays qui ont développé des camps de sorciers, comme au Ghana, et puis aussi au Burkina un peu. Mais pour l'exemple du Ghana, c'est vraiment pénible. La vie dans les camps est très pénible. Et quand vous écoutez la présidente des sorciers présumés du Ghana, elle va vous dire que, ben oui, les sorcières sont enlevées pour être protégées, mais dans la vie dans les camps est très pénible. Elles sont privées d'eau, d'électricité, les camps sont surpeuplés et tout. Et puis, il y a des responsables de camps qui soumettent ces sorcières présumées là à des actes de délivrance. Donc, ils vont être privés de nourriture en plus, d'eau pendant plusieurs jours et tout. Ben, les camps sont insalubres. Et tout, ben, elle disait que personne ne devrait vivre dans les camps. Mais les sorciers n'ont pas d'autre choix que d'être dans les camps. Donc, c'est difficile. Et je me dis, avec toute cette problématique-là, il faut envoyer un programme pour pouvoir aider. D'où le programme Secours, accompagnement et soutien à ces aînés-là. C'est un programme qui va servir parce que sachez qu'il y a une étude qui a montré que plus de 55% de la population d'Afrique croit à la sorcellerie. Et dans mon pays, en Côte d'Ivoire, l'étude a démontré que c'est plus de 90% de la population qui croit. Donc, imaginez un peu ce qui se passe dans ces pays-là. Et lorsque même on accuse un enfant, l'enfant va toujours accuser un aîné. Voilà. Et on va les faire sortir. Mais les femmes sont aussi davantage plus accusées que les hommes, mais à cause des problèmes liés au veuvage, surtout à l'héritage. Voilà, surtout à l'héritage. Et puis les gens préfèrent accuser les pauvres parce que s'il y a des tensions, c'est plus facile de régler qu'accuser un riche. Si vous accusez un riche, quelqu'un qui est bien placé dans l'administration, vous craignez pour le retour et tout ça. Donc, les gens préfèrent vraiment accuser les pauvres. C'est vrai que quand vous êtes trop riche, on va dire, vous sacrifiez les gens de votre entourage pour vous enrichir. Vous n'allez pas avoir les actions de la foule sur vous. Les gens vont parler dans votre entourage. Ils vont dire, ben, ok, voilà, il y aura des suspicions et tout. Mais ça va pas être des accusations ouvertes où ils vont vous porter devant le public et tout ça, et le public va vraiment voilà, se jeter sur vous pour faire ce qu'il veut jusqu'à des gens même à qui on passe des pneus au cou, on verse du pétrole et on les brûle vifs, voilà, aux yeux au-dessus de tout le monde. Wow. Et sachez que dans certains pays comme la Côte d'Ivoire, la sorcellerie est punie par la loi. Voilà, donc imaginez des aînés, que lorsqu'on sait qu'il y a la démence et tout ça, là, un aîné qu'on envoie devant un tribunal, peut-être c'est sa première fois de quitter son village, qui arrive en ville devant un tribunal, à qui on dit, ben, ok, tu es une sorcière, ce que tu as tué, ben, l'aîné est là et tout. Il y a des choses que les gens arrivent à avouer parce qu'il y a la pression. Il y a la pression qui les amène à avouer des choses qu'ils n'ont pas commises. Et du coup, on va les condamner et qui vont aller mourir dans des conditions misérables, voilà, dans des prisons et tout. Ben, donc, on a vraiment ce programme-là qui a 5 axes stratégiques. Oui. Voilà. Il y a d'abord, le premier axe stratégique, c'est la sensibilisation. Avec ce programme, nous allons pour sensibiliser et les responsables, les autorités gouvernementales, politiques et tout ça, pour que les pays où il n'y a pas de politique nationale de protection des aînés, qu'on commence à mettre en place cette politique-là. Parce que sans une base juridique sur laquelle on peut s'appuyer, pour la défense des droits des aînés, ça va être difficile. Donc, il faut une politique. Il faut que les droits des aînés soient bien reconnus et bien inscrits dans la constitution de chaque pays et tout. Ça, vraiment, on va les sensibiliser à un premier temps, ces autorités-là. Et on va sensibiliser ensuite les communautés sur leurs actes, les conséquences de leurs actes sur les aînés, comment ils arrivent à éliminer
Nous sommes dans une société où il existe un paradoxe. C'est-à-dire que quand on veut tous vieillir, mais en même temps, quand tu vieillis, il y a une suspicion d'accusation de sorcellerie qui grandit autour de toi. Quand tu meurs jeune, ça devient un problème. Donc, on ne sait vraiment pas où c'est situé. Oui, est-ce qu'on reste pour vieillir ou bien on meurt jeune? Tu meurs jeune, il y a quelqu'un un aîné qui va être accusé. Tu vieillis, ça devient problématique. Voilà. Donc, ça c'est l'axe 1. Voilà, ça c'est l'axe 1. On va sensibiliser vraiment les autorités qui décident, les populations, et tout ça, les leaders communautaires, les présidents des jeunes, vraiment les présidents d'associations et tout. On va sensibiliser, et puis les partenaires internationaux et tout ça qui sont dans ces pays-là, qui œuvrent dans ces pays-là. On va sensibiliser toutes ces personnes-là pour que des actions soient prises pour les aînés. Ça, c'est au niveau de la sensibilisation. Ensuite, nous avons le soutien psychosocial qui se décline vraiment en plusieurs activités. Il y a l'accompagnement psychosocial et tout ça, là où on va faire l'évaluation du fonctionnement social de l'aîné pour voir quels sont ses besoins psychosociaux. On sait qu'ils seront en détresse sociale et tout ça. Donc, on va les aider. Il y aura des travailleurs sociaux qui vont jouer ce rôle-là. Mais il y a également, on sait que ce sont des aînés, en plus de cette situation, mais arrivés à cet âge-là, on connaît les maladies et tout ça, là, ils sont des grands malades et tout. Donc, il y a des médecins qui vont intervenir et tout. Donc, pour les visites à domicile, les médecins vont se rendre à domicile pour les aînés qui ne pourront pas se déplacer. Donc, il y a vraiment ce deuxième volet-là qui est le soutien psychosocial. Il y a ensuite le soutien communautaire. L'aîné vit dans une communauté et c'est par rapport à tout ce qui se passe, c'est la communauté, ce sont les actions de la communauté qui nuisent à l'épanouissement de l'aîné. Mais donc, il faut aller vers cette communauté-là, voir quels sont ses besoins et tout. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la communauté pour que l'aîné soit accepté et tout. Quelles sont les activités qu'on peut mettre en place et tout pour l'aîné, pour la communauté, pour que tout le monde vive en bonne harmonie. Pour ne pas qu'il y ait des accusations parce que tel ne s'est pas marié, tel n'a pas eu de travail, tel à l'école il a des échecs et tout ça. Donc ça, ce sont les trois premiers axes. En fait, ensuite, nous avons la ligne téléphonique. Voilà, il y a la ligne téléphonique. On s'est inspiré vraiment sur l'exemple, le modèle du Québec. Voilà, avec la ligne abus aîné, voilà. Donc, aide abus aîné, je pense. Voilà, donc nous sommes inspirés de cette ligne-là et tout pour pouvoir avoir ce même modèle-là, pour qu'il y ait des signalements. Pour amener la communauté à signaler, à appeler et tout. Si on sait qu'il y a des suspicions et tout ça là, voilà, à travers des bénévoles, des sentinelles qu'on aura dans ces communautés-là, qu'on nous informe déjà pour qu'on se prépare avec la gendarmerie, la police et tout, et puis voir comment on enlève l'aîné, voilà, autour de qui, on va pour le protéger, grandir des suspicions et tout ça, vraiment pour qu'on prévienne rapidement. Donc, il y a la ligne aussi va informer, voilà, la communauté et tout, va informer les professionnels, tous ceux qui auront des questions et tout. Ça va être vraiment cette ligne-là. La ligne va faire l'évaluation, ça va être des travailleurs sociaux qui vont travailler vraiment avec la ligne. Quand tu dis travailleurs sociaux, c'est des assistants. Mais des assistants sociaux, voilà. On va renforcer les capacités avec la formation qu'on a reçue vraiment au Canada. On va renforcer un peu leur capacité. Ça va pas être n'importe quel assistant social qui va travailler là, mais ça va être des assistants sociaux, voilà, qui auront spécialisés dans le domaine des aînés. Voilà, on va renforcer leur capacité pour qu'ils sachent reconnaître vraiment les violences et tout, et puis voir comment les adresser et tout. Donc, c'est des personnes qu'on va renforcer. Donc, en fait, il y a l'hébergement temporaire. Je l'ai dit tantôt, oui, vous voulez porter secours, mais vous partez enlever l'aîné, mais où vous le mettez? C'est ça. Donc, il va avoir vraiment dans chaque chef-lieu de région, si les moyens le permettent, vraiment un centre d'hébergement temporaire qui va fonctionner 24 heures sur 24, tout ça. Il y aura la présence des travailleurs sociaux, donc des assistants sociaux, des médecins et tout. Voilà, ce centre qui va être sécurisé. Dans ce centre, lorsque l'aîné est admis, on fait son évaluation sociale et tout. Donc, avec un plan de suivi individualisé, on lui offre les vêtements, toute la protection dont il a besoin et tout ça pour sa sécurité, des vivres et tout ça. Vraiment, il est nourri, il est logé gratuitement. Voilà, donc pendant que l'aîné sera dans le centre d'hébergement temporaire, on insiste
pour dire c'est temporaire parce que c'est auprès de sa communauté que l'aîné va être plus épanoui que dans un centre d'hébergement. Donc, il est là pour que la communauté se calme. Voilà, et puis ensuite, en attendant, ben, on met en place un plan d'intervention auprès de la communauté. On va approcher, voilà, on va travailler avec la communauté et tout ça. Pendant ce temps, on travaillera aussi, voilà, à la guérison des blessures psychosociales de l'aîné et tout, et puis envisager sa réintégration, mais toujours avec son accord. Voilà. Oui. Avec son accord et puis sa disponibilité, mais aussi avec ce que la communauté... Donc, on va s'arranger à ce que ce soit la communauté qui réclame, voilà, le retour de l'aîné et tout, voilà, avec le travail qu'on va faire avec cette communauté-là pour que l'aîné réintègre et puis vraiment qu'il soit restauré, réhabilité dans ses droits et tout, et puis vraiment qu'il ne soit plus accusé. Mais ce qu'on vise à terme, vraiment, c'est la disparition de toutes ces accusations-là, plus des violences qui sont liées à ces accusations de sorcellerie. Wow, c'est un magnifique projet. On voit que tu as vraiment beaucoup travaillé sur ce programme et puis je te souhaite que quand tu rentres, tout se réalise. Oui, en tout cas, c'est ce que je veux et puis ça va être vraiment bon pour ces pays-là. Je sais que des pays peinent. Parce que quand on voit l'exemple du Ghana avec les camps de sorciers, on voit que le pays fait des efforts pour protéger et tout. Mais en même temps, on a l'impression que eux aussi croient à la sorcellerie. Donc, voilà, donc il faut éloigner. Voilà. Il faut les éloigner, mais voilà. Et puis, on s'en fout des conditions dans lesquelles ces personnes-là vivent et tout ça. Donc, il faut sensibiliser ces personnes-là, puis leur dire, ben, OK, si vous avez de la volonté de protéger, voici un programme qui peut vous aider et tout ça. Puis, nous sommes là pour vous accompagner. Voilà. Et comme je l'ai dit, moi, ça a été un revirement professionnel parce que je suis attirée par la justice sociale et je suis vraiment pour qu'on mette fin à la justice qui est faite par la foule, là. Et tout, voilà. La foule surexcitée, voilà, qui va pour tuer un aîné parce que, voilà. Donc, même si c'est la faute, même s'il y a une opération chirurgicale qui s'est mal passée, ben, on va l'accuser. Donc, c'est vraiment pour protéger et tout ça. Moi, je peux pas dire, à travers ce programme, je ne dis pas que la sorcellerie n'existe pas. Voilà, les gens peuvent croire et tout. Et bien, on a vu des personnes qui ont avoué, c'est vrai ou c'est faux, moi, je n'en sais rien. Mais à travers ce programme, ce que je veux que les gens sachent, c'est que moi, je ne nie pas l'existence de la sorcellerie en Afrique. Mais ce que je veux, c'est que tout le monde sache, on a tous droit à la vie. Personne n'a le droit d'ôter la vie à son semblable. Je veux qu'on respecte le droit à la vie. Et je sais que dans les constitutions, peut-être dans la majorité des pays, c'est inscrit. Tout le monde a droit à la vie. Donc moi, c'est ce que je défends. Mais je ne dis pas que la sorcellerie n'existe pas, mais je dis que tout le monde a droit à la vie. Est-ce que quand vous tuez l'aîné, vous ôtez la sorcellerie de votre société? Ben, je n'en sais rien. Mais je me dis que tout le monde a droit à la vie. Et c'est pas quelqu'un qui décide de quand il meurt, mais c'est lui qui nous a fait venir sur cette terre-là. Ben, c'est quand est-ce que tu vas partir. Chacun a une date de départ de cette vie-là. Donc, nous tous, nous allons y passer. Donc, c'était pas vraiment ma prétention. C'est pas de dire que la sorcellerie n'existe pas. Je ne nie pas. Protégeons la vie de nos aînés. Et puis, sachons que nos aînés, c'est vraiment de l'expérience accumulée. C'est une richesse pour nous. Oui. Voilà, il faut les protéger. Je vous parle, j'ai ma mère qui est âgée de près de 100 ans. Mais voilà, qui est là et tout. Et donc, je fais tout pour qu'elle vive encore longtemps, longtemps, longtemps. Même si je sais que, bon, mais ben, c'est ça. Quand on voit des aînés, c'est des gens qui ont accumulé, qui savent beaucoup de choses, qui peuvent vraiment nous aider. Et donc, vraiment, c'est ça. Je pense qu'il y a la justice sociale et tout, voilà. Ben écoute, merci beaucoup encore une fois de t'être prêté au jeu de la caméra. Et ben, que te souhaiter d'autre à part qu'un bon retour dans ton pays et te dire que tu vas me manquer? Oui. Tu vas aussi me manquer, tout ça. Eh ben, je suis contente mais là où je commence la semaine, ma dernière semaine que je te rencontre et tout, donc ben, on sait qu'à travers les réseaux sociaux, c'est ça. On va se parler et tout ça. J'allais dire, on est des immigrants connectés. C'est ça. On va se voir, mais je sais que le Québec va me manquer et puis je suis très reconnaissante à ce programme-là
programme canadien de bourse de la francophonie. Je suis très reconnaissante. Je suis reconnaissante au gouvernement du Canada. Je suis reconnaissante au Québec, à l'université de Sherbrooke. Et puis vraiment à tout le peuple, à tout ce que j'ai appris, à tout ce que vous avez apporté avec cet enrichissement. Je suis vraiment très reconnaissante. Et donc voilà, je reste en contact avec vous. Voilà, je vais revenir quand je pourrai et tout ça là au Québec. Et puis je sais que je serai invitée à des colloques au Québec. Donc c'est déjà établi. Donc voilà. Super. Beau projet pour toi. Et ben écoute, bon retour et puis merci à beaucoup. bientôt. Et ben on vous dit au revoir à vous aussi. Bye bye. Bye bye. Ah. Ça coupe pile poil sur ton truc. Waouh, t'es passionnée par ton sujet.